Bonjour à tous. À l'occasion de la journée mondiale de la radio amateur francophone qui a lieu en ce moment, on m'a demandé de faire une petite présentation de quelques minutes sur les très basses fréquences, les ELF et les VLF. Alors, généralement, c'est une présentation qui dure au minimum 1 heure et demie. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'avoir un petit aperçu d'à peu près un quart d'heure sur ce sujet et de vous inviter à une prochaine réunion un petit peu plus détaillée. Alors, les VLF, en fait, il y a un VLF, ça veut dire Very Low Frequency. Donc, en fait, il y a plusieurs bandes de fréquences en dessous de 30 kHz. Il y a notamment les TLF, qui sont des fréquences entre 0 et 3 Hz. On y trouve principalement champs magnétiques terrestres, ondes et bruits électromagnétiques naturels. On verra qu'il y a pas mal d'événements naturels qui peuvent être enregistrés par les amateurs. Les ELF, donc Extremely Low Frequency, donc là c'est des fréquences très basses, de 3 à 30 Hz. On y trouve principalement les résonances de Schumann, des signaux naturels, mais aussi quelques stations militaires. Les SLF, super low frequency, super basse fréquence, donc c'est en fait on a l'habitude de les mélanger avec ce que je viens de faire d'ailleurs avec les ELF. On y trouve notamment l'émetteur militaire Z2VS, qui est un dispositif d'émission radio en fait le plus bas au monde en fréquence, hein, puisqu'il émet en continu pratiquement sur 82 Hz, ce qui est en fait une longueur d'onde de 3658 km. Donc, on y trouve un petit peu plus haut les ULF, Ultra Low Frequency, avec la mise en évidence de perturbations de propagation des ondes électromagnétiques, en fait, soit qu'on appellera les SID, Sudden Ionospheric Disturbance, ou les perturbations liées à l'entrée d'un météore. Donc on en reparlera un petit peu plus tard. Et les VLF, Very Low Frequency, alors là on y trouve principalement des signaux d'origine naturelle, notamment les éclairs, les orages, qui permettent de former ce qu'on appelle des whistlers, ou en français des siffleurs. Il y a également quelques expériences de radioamateurs ou expérimentales sur 8,27, 8,7 kHz, à la fois en réception et en émission. Ce ne sont pas des bandes radioamateurs, donc certains radioamateurs ont demandé des autorisations spéciales pour pouvoir faire quelques petites expériences. De 8,3 à 11,3 kHz, on y trouve notamment les signaux des auxiliaires de la météorologie. Alors les VLF, c'est aussi la radionavigation, hein, fixe, mobile et maritime, notamment avec aussi les signaux horaires. On y trouve la radionavigation alpha, donc RSDN 20, qui se trouve entre 11 et 14, on va dire entre 11 et 15 kHz. Et également des stations militaires telles que la Russian Navy, et également FTA de Saint-Assise, l'émetteur français, et puis également un petit peu plus haut sur 21,7 kHz, un autre émetteur militaire de la marine française. Alors, la propagation des ondes, en fait, elle se propage de deux manières. Elle se propage, on va le voir, en ondes directes, en ondes de sol, et puis également par réflexion sur la ionosphère. Alors, l'intérêt de ces ondes, c'est qu'en fait, elles sont très pénétrantes. Dans l'eau de mer, les VLF peuvent atteindre jusqu'à 40 mètres de profondeur. C'est pour ça qu'elles sont utiles et qu'elles sont utilisées pour la navigation et la communication avec les sous-marins qui sont en immersion. Mais ces ondes peuvent aussi pénétrer des distances importantes dans la roche, notamment les sous-sols, et c'est pour ça qu'elles sont aussi utilisées dans certaines applications en communication minière et en géophysique pour l'exploration des sous-sols. Alors,
certains émetteurs qui sont proches des ELF, comme l'émetteur russe qui est sur 82 Hz, lui en fait va même pénétrer un petit peu plus loin car on estime à plus de 100 à 200 mètres de profondeur dans de l'eau salée, contre 40 mètres à peu près pour des fréquences VLF aux alentours de 20 à 25 kHz. Donc leur intérêt, c'est effectivement qu'elles sont à la fois très pénétrantes et à la fois, comme on le verra, elles ont une très faible atténuation lorsqu'elles se propagent. Et c'est aussi des fréquences qui sont parmi les seules à être le moins perturbées, pour pas dire pas perturbées, par d'éventuelles explosions nucléaires. Comme les longueurs d'onde en fait sont extrêmement longues, elles peuvent se diffracter autour des grands obstacles. Donc on a deux modes de propagation, comme je vous disais, l'onde de sol. Et là, en fait, l'onde de sol, c'est pas comme une onde VHF, elle va se courber autour de la Terre et elle permet donc des communications de point à point. Mais il y a aussi la réflexion sur la couche D, qui est à peu près à 60 km de hauteur. Et celle-ci va refléter l'onde VLF, et ce qui permettra d'atteindre également d'autres endroits, d'autres distances, et notamment d'atteindre des lieux malgré les obstacles. Alors, néanmoins, la couche D, elle est présente la journée et elle est présente grâce en fait à la ionisation du soleil. euh, et la nuit, elle disparaît. Donc en fait, la hauteur de la réflexion sera différente le jour et la nuit. On observera également des phénomènes d'interférence, puisqu'en fait, à un point de réception, on pourra très bien recevoir à la fois l'onde de sol et en même temps l'onde de ciel. Et ces deux ondes vont créer des phénomènes, par exemple, des phénomènes de fading, en tout cas d'éventuelles interférences. Alors, encore une donnée caractéristique importante, ce que je disais, hein, c'est que l'atténuation de ce type d'onde, quand on regarde en onde de sol, elle est de 2 à 3 décibels pour 1000 km. Ça, c'est pour les VLF. Et pour les ELF, elle descend même à 1 dB pour 1 dB pour 1000 mètres. Voilà. Ce qui fait que des distances de propagation de 5000 à 20 000 km peuvent être atteintes extrêmement facilement. Donc la propagation, comme on le disait, hein, bien sûr, elle se fait sur la couche D. La nuit, la couche D n'existe pas, mais ce n'est pas comme dans un miroir. En fait, la ionosphère est composée, c'est un gaz, et donc la réflexion dépendra en fait de la composition ionique, et c'est donc pas un miroir parfait, et ça varie en fonction du temps. Voilà, donc ça aussi, c'est des sujets qui sont intéressants. Alors, pour être à l'écoute des VLF et des ELF, c'est pas très compliqué. Il faut une antenne, deux sortes d'antennes, soit l'antenne qu'on appelle e-field, on va s'intéresser au champ électrique, soit une antenne loop magnétique, on s'intéressera cette fois-ci à la composante magnétique. Alors, suivi d'un préamplificateur. Le préamplificateur a surtout une utilité en adaptation d'impédance, parce que les fréquences étant extrêmement basses, on ne va pas pouvoir euh, amener le signal avec un coaxial à grande distance, parce que ça aurait pour effet de le détruire complètement. Donc on est obligé de mettre une adaptation d'impédance avec un petit préamplificateur. Alors si on utilise une antenne e-field, on choisira un préamplificateur avec une forte impédance d'entrée et éventuellement un petit gain de 10 à 20 dB pour transporter le signal jusqu'à un enregistreur audio numérique. Si on fait, comme le montre la photo, des déplacements dans la nature pour enregistrer notamment des phénomènes naturels, ou bien un ordinateur avec des logiciels qui permettent d'afficher le spectre et d'écouter les signaux. Quoi dire d'autre? Alors, que se passe-t-il sur ces bandes? Il y a à la fois des signaux naturels, des décharges statiques que vous connaissez, mais qui engendrent ce qu'on appelle donc des tweaks après les sphériques à l'origine.
des tweaks, voire qui sont des signaux très particuliers, des oscillations en perles, qui sont vraiment des oscillations de très basse fréquence autour du Hertz, qui sont dues à des ondes qui se propagent le long des lignes du champ magnétique terrestre et qui rebondissent en fait d'un hémisphère terrestre à l'autre. C'est-à-dire que ce type d'onde peut sortir de l'hémisphère et revenir dans l'autre hémisphère. Les insectes sont capables aussi, par leur mouvement, de produire des décharges électriques. On parlera des siffleurs, des whistlers, qui sont en fait des signaux naturels qui se propagent en dehors de la ionosphère à travers des lignes de champ magnétique. Il y a aussi tous les phénomènes liés aux aurores boréales et les éruptions solaires. Mais il y a également des signaux d'origine humaine, bien sûr, avec tout ce qui est communication avec les sous-marins, la radionavigation, les stations horaires. Et plusieurs fois par an, vous pouvez décoder des messages en Morse, en CW, émis par la station Grimpton, indicatif SAQ, qui émet sur 17,2 kHz. Et donc ça a lieu généralement à certaines occasions comme aux alentours de Noël ou pour des événements comme UN Day, etc. Les stations militaires également sont très présentes sur ces fréquences. Alors là, on a un exemple de tweak et de whistler. Donc les tweaks, on voit cette courbure un petit peu en bas du signal vertical. Et puis on a un autre signal qui est beaucoup plus allongé en forme de courbure et qui est en fait un signal qui est parti d'une éclair, et qui est sorti de la ionosphère et qui a été reçu dans l'autre hémisphère. Et parfois, en fait, il peut y avoir comme ça plusieurs rebonds d'un hémisphère à l'autre. On a également les résonances de Schumann qui peuvent être enregistrées, qui sont en fait la Terre et la ionosphère forment un guide d'onde, et les orages qui sont permanents sur la Terre produisent en fait des signaux avec différentes fréquences de résonance que l'on peut calculer, et qui sont de l'ordre de quelques hertz que l'on voit ici. Alors, les whistlers sont des ondes sifflantes, des phénomènes naturels qui sont compris entre une centaine de hertz et kilohertz. Lorsque les sphériques, qui sont engendrés par une décharge électrique liée à la foudre, se propagent, en fait, arrivent à se propager en dehors de l'ionosphère grâce justement à des chemins qui sont réalisés par des différentes compositions ioniques. En fait, ça fait comme un guide d'onde, enfin un guide, en tout cas une sorte de tuyau qui va sortir de la ionosphère et qui va permettre la propagation du signal en dehors de la ionosphère d'un hémisphère à l'autre. Donc on va recevoir ce signal dans un autre hémisphère. Donc en fait, ces signaux se propagent le long des champs magnétiques en fait, hein. Ils traversent les différents plasmas, et c'est pour ça qu'ils subissent différentes variations. On a notamment la décharge de foudre, en fait, qui est symbolisée par le trait vertical sur le graphique, va générer un signal qui est composé d'énormément de fréquences. Or, en fait, le phénomène est dispersif, et donc ce qui va se passer, c'est que les hautes fréquences vont arriver avant les basses fréquences, c'est-à-dire que les basses fréquences se propagent plus lentement dans ce tuyau. Donc, ce qui va donner la forme, vous voyez, incurvée du signal. Et lorsque le signal va faire plusieurs rebonds, eh bien, ce phénomène va s'accentuer, donc l'inclinaison va être de plus en plus inclinée, et on peut observer comme ça, on peut enregistrer des siffleurs, alors simples, doubles, on les appelle échos, triples, et il aurait même été, a priori, certains auraient enregistré jusqu'à presque une centaine de rebonds, ce qui est, je pense, un phénomène très rare.
Mais ça, voilà, c'est à la portée de chacun. On peut éventuellement s'intéresser à tout ça. Donc là, on a un autre Whistler avec une tonalité très particulière. Ici, on peut s'intéresser également aux perturbations ionosphériques, les perturbations soudaines qui sont liées à des explosions solaires, qui vont engendrer un champ, enfin un flux de rayons X qui va se propager jusqu'à la ionosphère et perturber en fait, ioniser cette ionosphère et donc perturber la propagation du signal. Alors on va notamment enregistrer par exemple un émetteur militaire. Donc moi personnellement j'enregistre celui qui est à la limite de l'Écosse, qui s'appelle GBZ, qui est en Angleterre, ce qui fait une distance d'à peu près 850 km, ce qui me permet d'avoir un rebond sur la ionosphère à mi-chemin. Et lorsqu'il y a ce type de perturbation, eh bien, on peut enregistrer comme ça les variations d'amplitude du signal. Certains s'intéressent également à la phase. Et les variations d'amplitude du signal reçu sont corrélées avec les flux rayons X qui nous proviennent d'un satellite GOES que tout le monde peut se procurer puisque les données sont accessibles depuis un site internet. Donc ça c'est pour effectuer des enregistrements ionosphériques, des perturbations ionosphériques. Il faut effectivement enregistrer le signal VLF qui vient d'un émetteur, on prend généralement un émetteur militaire, puisqu'il est constant, et un logiciel. Alors personnellement, j'utilise mon propre logiciel que j'ai développé sous la Vue, mais vous pouvez utiliser par exemple Spectrum Lab, qui est un logiciel extrêmement performant et qui vous permettra d'afficher des spectres et des graphes et de mettre tout ça en évidence. Voilà la photo et la localisation de l'émetteur. Alors pour faire tout ça, un petit préamplificateur dans une antenne, une carte son suffit, et puis un logiciel. On peut également écouter les météores. Alors c'est pas vraiment les météores, c'est les perturbations liées à l'entrée des météores qui provoquent également des perturbations qui peuvent être ionosphériques, qui peuvent être enregistrées. Les signaux peuvent être enregistrés. Voilà d'ailleurs un exemple, puisque d'enregistrement, de système d'enregistrement avec un préamplificateur qui est au pied de l'antenne, dans un lieu qui est reculé, loin des signaux électriques 50 Hz, qui est extrêmement perturbant. Donc là, on était dans un environnement où il n'y avait pas d'électricité, ce qui permet de faire des enregistrements de meilleure qualité. SAQ, donc vous voyez l'émetteur qui est un émetteur mécanique, hein, je vous propose de vous y intéresser. C'est un musée maintenant et qui va émettre le signal CW quelques fois par an. Et avec quelques petits moyens, il est assez facile d'enregistrer, d'écouter ce signal, voire même si vous ne connaissez pas le morse, de le décoder avec des logiciels tels que FLDJ. SAQ en fait propose également un petit logiciel qui s'appelle SAQ qui permet donc de démoduler le signal en fait et de pouvoir l'écouter confortablement en CW. Alors pour fabriquer son premier récepteur en fait, bah, la première chose c'est d'adapter l'antenne à l'impédance d'entrée du préamplificateur. On utilise généralement pour les antennes e-field un amplificateur opérationnel ou un transistor à effet de champ. Donc souvent, il faut fabriquer bien sûr son propre matériel, mais il en existe également des versions commercialisées pour ceux qui sont moins techniques. Vous pouvez utiliser enfin, une résistance d'entrée qui est au minimum de 20 mégohms, particulièrement si vous vous intéressez aux ELF, parce que si la résistance d'entrée est très basse, en raison du filtre passe-haut formé par l'antenne, qui est généralement une antenne e-field, c'est d'à peu près 10 picofarads par mètre de hauteur. Donc vous allez mettre généralement 1 à 3 mètres de brin métallique pour votre antenne, ce qui lui donnera une capacité série d'environ 30 picofarads
Et donc, faut faire attention aux filtres que cela constitue avec l'impédance d'entrée. Donc, je recommande au moins de mettre 20 mégahms. Ne pas utiliser de coaxial entre l'antenne et le préamplificateur, si possible. Et si c'est le cas, maximum quelques centimètres. Préférez un montage isolé du PCB parce qu'il faut faire très attention à la fois aux vibrations et à l'humidité puisque vous allez faire des enregistrements à l'extérieur. Le préampli est à l'extérieur et donc l'humidité va créer une variation d'impédance à l'entrée et donc probablement générer des variations d'amplitude qui ne seraient pas liées au phénomène que vous souhaitez enregistrer. Surtout pas d'alimentation à découpage, préférez des piles, des batteries. Placez un récepteur au bas de l'antenne avec une seule liaison de terre, donc il faut un piquet de terre juste au bas de l'antenne. Vous éloignez en fait au minimum de 10 mètres de tout système d'enregistrement, d'ordinateur ou autre, et placez les systèmes d'enregistrement, si c'est possible, donc dans un coffret métallique pour éviter de perturber l'antenne, et ça en particulier si vous vous intéressez aux signaux naturels. Prévoir éventuellement des filtres, utiliser un enregistreur numérique éventuellement pour se déplacer dans la nature et enregistrer les signaux sur une carte SD. Donc surtout être dans un endroit éloigné, vraiment loin des lignes électriques. Il faut voire même s'éloigner de plusieurs kilomètres des sources électriques 50 Hz pour certains signaux, notamment les signaux liés aux météores. Pas d'écran allumé, pas de téléphone portable allumé, pas d'oscillateur, donc évitez les microcontrôleurs, convertisseurs de tension, etc. Et puis une terre unique au pied de l'antenne si possible, ou sinon de l'autre côté, mais essayez de mettre une terre unique et pas de coaxial entre l'antenne et le amplificateur. Beaucoup d'articles sont disponibles, hein. Il y a quand même quelques articles ici, une liste d'articles qui ont été parus entre 1930 et 2015 dans Radio Ref. Des logiciels utiles, notamment Spectrum Lab pour la visualisation, la réalisation des graphes, le logiciel SAQ pour démoduler le signal. Des logiciels existent également sous Linux, des grabbeurs qui vous permettent, si vous n'avez aucun équipement, de voir par Internet, de vous connecter à d'autres récepteurs. Quelques sites Internet, notamment le principal, vlf.it, où vous trouverez énormément d'informations, et d'autres sites, notamment sur les groupes de communication ou des articles scientifiques qui vous expliquent les détails des perturbations ionosphériques sur ces bandes. Voilà, en tout cas, je remercie tous ceux qui m'ont aidé depuis ces quelques années déjà que je travaille ce sujet et qui m'ont également autorisé dans ma présentation, et en particulier dans la présentation d'1 h 30, à présenter à la fois leurs résultats, mais également certains exemples, images ou vidéos. Voilà, j'espère que cela vous aura emballé pour aller plus loin, et puis vous pouvez m'écrire et participer éventuellement prochainement à une conférence un petit peu plus large sur ce sujet d'environ 1 h 30. Voilà, merci.